sur Sud Radio pour le 10h midi. Nous retrouvons l'actualité. Merci à Christine Bouillot d'avoir été là hier. Aujourd'hui, le débat avec Jean-Philippe Dugoin-Clément. Bonjour, vous êtes maire UDI de Mennecy, vice-président de la région Île-de-France. Sophie de Menton, qui ne devrait pas tarder à arriver, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Régis de Castelnau, avocat. Votre dernier livre, Une justice politique, est paru aux éditions L'Artilleur. Vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire et vous avez un blog Vue du droit. Et Jean-Luc Benamias, bonjour, membre du Conseil social, économique, social et environnemental. Toujours, Jean-Luc ? Ça s'est terminé cette semaine. Eh ben voilà, oui, c'est ce que je me disais. J'ai vu qu'il y avait eu des nominations. Ça s'arrose. Ah non, il n'y a pas encore eu de nomination. J'ai vu que non, il n'y avait pas eu une polémique avec des gens de l'UNEF. Non, il n'y a pas eu de nomination. Il y a pour l'instant, on en reparlera, oui. La nouvelle mandature commencera sans doute début mai. Et là, on saura quelles sont les nouvelles nominations. Après, il y a indiqué les organisations qui vont y participer. D'accord, c'est ça. Donc l'UNEF va bien y participer. Tout à fait. Voilà. Donc on saura. Donc votre intitulé est toujours juste. Sophie de Menton vient de rentrer dans ce studio. Jean-Philippe, on va commencer avec vous. Jean-Philippe Dugoin-Clément, c'est un coup de cœur. Oui, tout simplement parce que ça fait des années on vit avec une peur environnementale qui, pour beaucoup de raisons d'ailleurs, est justifiée. Mais il y a eu un classement qui est sorti ce week-end, un classement fait par le MIT Technology Review, donc l'université du Massachusetts, et qui classe la France 4e au classement mondial Green Future Index, derrière les 3 pays scandinaves, l'Islande, le Danemark, la Norvège, en s'appuyant sur 5 facteurs qui sont les émissions de CO2, la transition énergétique, la société verte, l'innovation verte et la politique climatique. Alors tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on voit toujours l'herbe plus verte ailleurs, on est dans un pays où pour autant il reste beaucoup de choses à faire, mais les véritables défis environnementaux, les véritables défis de la transition écologique, c'est pas uniquement en France, c'est pas d'interdire les sympas, d'interdire les rêves des enfants, d'obliger l'écriture inclusive, d'interdire le Tour de France ou d'interdire les menus, certains menus dans les cantines, c'est tout simplement d'aller faire en sorte, au travers d'une politique de coopération forte, d'une politique environnementale forte, que ce qui est porté dans les pays développés, dans certains pays développés, parce que certains passent complètement à côté, c'est quelque chose qui n'est pas leur sujet, ce soit porté au niveau mondial. Et ce combat environnemental, c'est bien de se battre la coulpe systématiquement en France. Il faut qu'on aille plus loin, mais il faut surtout qu'on aille plus loin en dehors de nos frontières. Surtout empêcher les enfants de rêver, je pense que ça va être bon pour la planète de rêver d'avion. Mais je me demandais quand même si l'écriture inclusive était bonne pour l'herbe verte. Ça va avec. Régis, ça va dans le sens de votre intervention. Exactement. Non, je voulais dire du mal de Madame Monconduit. C'est un peu facile. Elle a dit. C'est la maire de Poitiers. La maire de Poitiers, c'est celle qui veut contrôler le rêve des enfants. Bon, au secours. Mais ce qui est amusant, c'est que j'ai appris que le réseau Instagram était très utilisé finalement. Actuellement, il y a un certain nombre de gens qui sont en train d'effacer leurs photos des restaurants clandestins, où paraît-il ils étaient. Je trouve ça très drôle. Et elle, effectivement, il y a un certain nombre de gens qui ont été voir son compte Instagram. Et on s'aperçoit qu'elle a une vie très aérienne. Elle prend des avions, elle va en pèlerinage au Café des Délices ou qu'a chanté Patrick Bruel, c'est très intéressant. Et puis elle prend des photos du ciel où il y a des traînées d'avions et elle dit chemtrail, c'est-à-dire que elle est de ceux qui pensent qu'on nous empoisonne, que Bill Gates nous empoisonne et que ces traînées sont du poison qui est dispensé sur nous. Je suis un peu consterné. Alors le vrai coup de gueule, il est sur ce qui s'est passé avec ces élections municipales, c'est-à-dire qu'on a eu un premier tour le 15 mars, on a eu un deuxième tour fin juin, il y a eu une participation lamentable et aujourd'hui on se retrouve avec des grandes villes qui sont entre les mains de plaisantins, entre les mains de gens sectaires et je trouve ça assez catastrophique et je me demande si le jour venu, l'année prochaine, le Parlement ne devrait pas s'emparer de ça et refaire faire des élections municipales qui cette fois-ci soient irréprochables. Oui, mais c'est la démocratie quand même, ce qui m'ennuie énormément parce que... Non, c'est pas vrai. On a une constitution qui dit une semaine doit séparer les 2 tours. Non, une loi organique, c'est pas exactement la Constitution. On fait un premier tour en sachant le 15 mars, en sachant que le 17
on sera confiné et que le deuxième tour ne pourra pas avoir lieu, ça c'est déjà une manipulation, hein, et on fait un deuxième tour avec une campagne quasiment impossible. Hein, c'est-à-dire qu'on était en plein déconfinement. C'est pas des conditions Non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Là où je suis pas d'accord, j'aimerais être d'accord, c'est que à partir du moment où on élit des maires débiles, verts, dans des villes, ils sont élus. Alors après, les sapins de Noël et les rêves des enfants, on délire, on s'en rend compte. Mais là, ou alors les gens ne votent pas, ou alors les gens sont tombés aussi sur la tête. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Luc Benamias, Je ne peux pas vraiment être d'accord avec tout le monde aujourd'hui. Non, mais vous n'avez pas le sentiment que c'est contre-productif pour l'écologie et les écologistes? Si on revotait les résultats électoraux, comme souvent quand les élections municipales recommencent, ça va arriver dans pas mal de villes où ça a été annulé, les électeurs reconfirment ce qu'ils ont voté la première fois. Oui. En tout cas, à 95% du temps. Quant à Madame Monconduit, il m'énerve, moi, mes camarades écolos, puisque je suis toujours là, je suis toujours là-dedans. Ils sont agaçants par rapport à... Parfois, tout ça est infime et on fait des problèmes sur des choses infimes. Mais Madame Monconduit, pour moi... Écoutez, je vais vous raconter un peu ma vie. Moi, je suis issu de l'éducation populaire et des éclaireurs unionistes de France. Elle en était membre. Je ne peux pas considérer qu'une dame qui s'est occupée pendant très longtemps de l'éducation populaire, notamment par le scoutisme, soit complètement à côté de la plaque. Voilà. Alors cette histoire d'avion là, de voltige et autres sur Poitiers à côté me paraît totalement anecdotique. Si mes camarades verts pouvaient éviter quelques erreurs de ce genre-là, ce serait mieux. Mais pour le reste, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, je rappelle, Jean-Luc, attends, laissez-le terminer. Oui. Non, mais je voulais... Sur ce qui s'est passé, c'est qu'on a retiré une subvention à des clubs qui organisent des baptêmes de l'air pour les enfants handicapés, etc. Et dans le même temps, on a donné 2,5 millions d'euros pour construire la plus grande mosquée d'Europe, pilotée par des musulmans. Non, mais là, c'est un raccourci. Non, mais c'est pas séparable. L'histoire de la mosquée à Strasbourg est une histoire ancienne, dont on sait aujourd'hui que notre propre gouvernement, notre propre chef de l'État a reçu ces personnes qui dirigent cette mosquée. C'est beaucoup plus compliqué que ça et tu le sais. Non, je suis pas d'accord. Les subventions doivent être motivées, il y a des rapports, il y en a marre de ces subventions automatiques et c'est pas vrai. Je pense que on est élu, on doit faire attention à l'argent public et faire attention à ce qu'on fait avec. Mais cette histoire de subvention est une histoire qui existait déjà avec les 2 mairies ou les 3 mairies qui existaient avant, Régis. Et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Ça change que ce dossier est un dossier qui dure depuis longtemps et quand on est dans une mairie, tu continues le service de la République. On a un maire avec nous. Je n'en pense pas moins par rapport à cette subvention, Régis. Je n'en pense pas moins. On a un maire avec nous. Le maire quand on est maire, on a quand même toujours la liberté de voter ou de ne pas voter, de faire ou de ne pas faire. Dans ce cas-là, il ne faut pas se présenter pour changer de majorité si c'est pour faire la même chose que l'ancienne. Moi, je vois quand même des élus Europe Écologie Les Verts à la région Île-de-France qui sont d'un sectarisme absolu, qui viennent sur des subventions pour quelques centaines ou milliers d'euros, faire des procès d'intention absolument scandaleux à la région parce que la doxa de ces subventions ne leur irait pas par rapport à des subventions à des associations accompagnant des publics en difficulté parce que c'est des associations qui vont être d'obédience chrétienne. Et on parle de quelques milliers d'euros. Et dans le même temps, ces mêmes élus votent 2,5 millions d'euros pour construire une mosquée. Alors certes, le Concordat le permet à Strasbourg. Merci. Mais enfin, on est sur quelque chose qui est profondément choquant. Que ce soit légalement possible, c'est vrai, mais moralement et d'un point de vue républicain, je considère que c'est choquant. Et effectivement, on peut dire qu'il y a une antériorité, mais l'antériorité d'un vice n'en fait pas une vertu. Et je pense que quand on est maire, la réalité aussi, c'est qu'à un moment, on assume, on porte une politique, et quand on propose une délibération dans un conseil municipal et qu'on la fait voter, c'est on l'endosse. Oui. Allez, on va marquer une petite pause puisque c'est l'heure du journal. Il est bientôt 11h et on va se retrouver tout de suite après pour commenter l'actualité, revenir sur ces dîners clandestins, sur nos voisins européens qui amorcent leur déconfinement. La France en est loin. Et puis le vaccin AstraZeneca rejeté par une grande partie des Français. À tout de suite.
On est ensemble pour le 10h midi avec vous, avec aujourd'hui Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mennecy et vice-président de la région Île-de-France, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Régis de Castelnau, avocat, votre dernier livre Une justice politique paru aux éditions de l'Artilleur, et Jean-Luc Benamias, membre du Conseil économique, social et environnemental pour encore quelques jours. On va revenir sur ces dîners clandestins, plutôt sur ce que ça dit dans la réaction qu'il y a eu ce week-end. Et puis on va revenir également sur nos voisins qui amorcent leur déconfinement. La France à la traîne. Oui, on se plaint, oui, on critique, mais les chiffres sont là. Et puis le vaccin AstraZeneca qui effraie les Français. On continue notre tour de table qu'on n'a pas terminé. Alors Jean-Luc a fait son Régis aussi. Non, Jean-Luc, on vous a pas entendu. Mais d'abord on va faire Sophie peut-être. Très bien. C'est comme. Non, alors Jean-Luc, puis j'enchaînerai avec Sophie. Coup de cœur. C'est un coup de cœur et un coup de gueule en même temps. Un coup de cœur parce que enfin la France va être capable de produire des vaccins. Oui. Virgule, le coup de gueule, c'est. Ils ne sont pas encore produits. C'est où qui sont les vaccins? Voilà, c'est ça. C'est bien quand même. C'est du conditionnement qu'on fait. C'est du conditionnement. Oui, j'entends bien, mais c'est déjà mieux que rien, parce que pour l'instant, on n'en faisait aucun, même pas de conditionnement. Le seul conditionnement qu'on faisait, c'était par Sanofi en Allemagne. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Absolument, je crois que le coup de cœur, il est léger. Hein. Ouais. Ouais. Vous êtes ultra optimiste. Alors Sophie, ça va vous, votre coup de gueule? J'essaie de rester calme parce que il se trouve que je préside un mouvement patronal et que toutes les boîtes de ce mouvement se sont mobilisées pour faire du gel hydroalcoolique, pour faire des plaques pour séparer les bureaux, pour acheter des masques quand il n'y en avait pas et les donner aux salariés, qu'on s'est mobilisé pour acheter des tests antigéniques et les mettre en place pour les collectivités qui ne pouvaient pas. Et je salue la région Île-de-France qui a été une des premières à utiliser une de nos entreprises privées qui a fait des tests antigéniques dans toutes les gares grâce à Valérie Pécresse qui a réagi dans l'heure. Donc les boîtes privées se mobilisent. Elles sont, je ne le dirai jamais assez, 2 fois plus rapide, 2 fois plus efficace que l'État. Et là, le 7e a été assez pilote. Le 7e et le 6e ont été pilotes dans la cour de la mairie du 7e, les premiers tests antigéniques, il y avait la queue dehors. Ensuite, elle a fait les tests salivaires. Oui, d'accord. Moyennant quoi, je vous le fais court, elle a fait quand même les tests salivaires, elle a fait les vaccins. C'est une boîte privée qui gère. Et qu'est-ce qu'on a fait? La maire de Paris a décidé que c'était illégal. Elle a eu tous les contrôles la semaine dernière de l'ARS, de la CNIL, pour savoir ce qu'on faisait des fichiers des gens vaccinés. Enfin, je rêve. Et il y a une demande de la maire de Paris au préfet de Paris d'interdire la vaccination dans le 7e. Vous entendez bien, d'interdire la vaccination parce qu'elle aurait vacciné des gens qui n'étaient pas dans la liste stricte de l'âge qu'il fallait vacciner. Alors, je voudrais préciser que les gens... Elle n'a pas vacciné ses copains. Mais c'est ça. Je voudrais vous préciser quand même que, les gens s'inscrivent sur Doctolib, boîte privée, remarquable, et qu'il y en a 2 autres qui arrivent en ce moment. Vive ma dose ou je sais pas quoi, vachement bien, des start-up. Deuxièmement, il y a un médecin qui est là. Et quand vous arrivez avec votre rendez-vous, il dit si oui ou non il vous vaccine. Et c'est un médecin, qui sont responsables. Qu'ensuite, il y a des doses qui restent le soir, tout le monde le sait. Elle a donc fait vacciner, elle a fait des appels auprès de personnes âgées, auprès du personnel des écoles pour qu'ils soient vaccinés. Donc oui, dans le 7e, il y a eu des personnels des écoles qui a été vacciné. On lui interdit tout, y compris... Non, mais si je le dis quand même, il faut bien le dire, Valérie, c'est que dans le Parisien d'aujourd'hui, il y a marqué que ça a été confié au privé. C'est une accusation envers Rachida Dati. Oui, il y a une société qui s'appelle Juste à Temps, qui organise les tests salivaires dans les écoles. Parce qu'une école, elle ne sait pas comment on fait. Je veux dire, elle n'a pas le personnel pour ça. Mais là, il y a un problème politique, très clairement. Mais comment est-ce qu'on ose aujourd'hui, en pleine pandémie, faire de la guéguerre Alors, je crois qu'au dernier moment, il semblerait
j'ignorais, mais je ne le sais pas, qu'Emmanuel Macron ait dit stop, maintenant fichez la paix, laissez-les vacciner. Oui, ça devrait être non. Non, mais heureusement qu'il y a des maires comme Rachida Dati et beaucoup d'autres qui prennent leurs responsabilités. Enfin, ça fait 3 semaines que les maires demandent que les personnels enseignants, les personnels non enseignants des écoles, les personnels des crèches, les forces de sécurité puissent être vaccinés de manière prioritaire pour pouvoir continuer à fonctionner. Ça fait 3 semaines qu'on n'est pas entendu. Alors, ça va démarrer au 15-20 avril. C'est bien, ça se fait, mais ça va se faire très tard. La réalité, c'est que sur tous les centres de vaccination, quand on est sur du Pfizer, initialement, c'était 5 doses, maintenant on en fait 6. Et assez souvent, on arrive à sortir une 7e dose. Mais la 7e dose, comme elle n'est pas systématique, elle n'est pas ouverte au rendez-vous. Et vous savez pourquoi ? Et vous avez toujours des gens qui ne viennent pas honorer un rendez-vous. Donc effectivement, ça va vouloir perdre massivement des doses, comme on l'a fait dans le Nord sur le AstraZeneca ce week-end, ce qui pose un autre problème sur la communication qui a été faite sur les vaccins. Mais si on ne veut pas perdre des doses, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les mairies ont des listes de gens correspondant aux critères plus de 70, plus de 75 ans, comorbidité, à pouvoir appeler en urgence en leur disant si vous êtes là dans les 10 minutes, on peut vous vacciner, sinon les doses vont être perdues. C'est ce qui se passe dans beaucoup de communes, pour ne pas dire toutes les communes. Donc là-dessus, effectivement, que des communes aient pris la responsabilité de dire on permet à des enseignants qui sont en première ligne, on permet à des personnels des écoles de pouvoir être vaccinés, c'est bien. Ce qu'a fait Rachida Dati, c'est courageux. Ce que demande David Lesnar, ce qu'on demande avec les maires, c'est le bon sens. De pouvoir vacciner tout le monde, et c'est le bon sens, oui. Une réaction de Jean-Luc ? Oui, je veux bien. À Marseille, dès qu'il reste des doses en fin de soirée, j'ai vu ça avec les pompiers notamment, c'était au Frioul et aussi devant la mairie à Marseille, vers une certaine heure, les pompiers dans la rue passent et disent voilà, il nous reste tant de trucs. Et alors là, évidemment, ils commencent par demander ce qu'on sait, quel est votre âge et tout ça. Et puis à un moment donné, si la personne elle a. Et puis on ferait mieux de vacciner les pompiers d'ailleurs. La dernière, elle est vaccinée. Mais c'est très bien, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Pour arriver. Et je suis d'accord avec toi, monsieur le maire de Annecy, dont j'ai oublié le nom, excuse-moi. C'est Jean-Philippe Ducoing-Clément. Excuse-moi, merci. On n'écoute pas assez. On n'écoute pas assez les élus locaux par rapport à tout cela, qui demandent depuis des semaines, qui ont mis en préparation des lieux depuis des semaines et qui attendent de savoir quand arrivent les vaccins. Et à un moment donné, c'est en train de changer, tu l'as dit, pour le 15 avril, mais tout ça traîne un peu quand même. Oui, alors il y a une autre entreprise privée qui s'appelle Covidlist qui répertorie toutes les doses qui restent. Vous pouvez vous inscrire et trouver une dose près de chez vous. Le privé est remarquable. Mais voilà, et je rappelle que Boris Johnson a remercié le privé la semaine dernière, ce que n'a pas fait la France, qui n'a même pas daigné regarder ce que font certaines entreprises. Les pompiers de Marseille, c'est pas le privé, hein. Non, pas les pompiers de Marseille, mais les restes. Puisque vous parlez de Paris, moi je voulais juste attirer. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent en région, mais il y a un hashtag qui est arrivé en tête ce week-end sur Twitter, c'est Saccage Paris, et c'est un hashtag qui a été dénoncé par la mairie de Paris comme étant politique, orienté, manipulé par l'extrême droite, et ça raconte un peu ce qui est devenu Paris, la saleté, le choix désastreux du mobilier urbain. C'est-à-dire des espèces de bouts de bois qui pourrissent le long des quais, des images hallucinantes de feux de circulation entourés avec du scotch, où les fils sont... Enfin voilà, il y a une réalité dans Paris. Et le déni de cette mairie, où la réponse à côté, ce matin, il y avait Emmanuel Grégoire, premier adjoint, qui répondait « Toutes les grandes villes sont sales ». Non, toutes les grandes villes ne sont pas sales à ce point. Et quand bien même elles le seraient, que fait une municipalité comme celle de Paris ? Moi, j'ai honte quand je vois ce qui est devenu Paris, quand je vois l'avenue de l'Opéra, qui était une des plus belles avenues, défigurée par ces espèces de plots jaunes dégueulasses. Alors oui, c'est bien qu'il y ait des pistes cyclables, mais n'aurait-on pas pu imaginer d'autres équipements ? Bref, c'est en train de monter. Je ne suis pas sûre que ce soit politique. Il y a beaucoup de Parisiens Valérie, c'est la fachosphère. Voilà. Dès que la moindre critique contre Madame Hidalgo, c'est la fachosphère. Je dirais que c'est même à ça qu'on la reconnaît, Madame Hidalgo. Je voudrais revenir 2 secondes sur ce qu'a dit Sophie. C'est que c'est caractéristique du comportement de cette municipalité. Effectivement, c'est politicien, sectaire, c'est Rachida Dati, donc on va lui porter des coups plutôt que le pragmatisme. Et ce
ce qui est fantastique dans ce que vous dites, Valérie, c'est le déni. C'est-à-dire, c'est le déni. On a une ville qui est répugnante. Franchement, moi j'y habite depuis 40 ans, elle est devenue dégueulasse. Ouais. Hein, et donc, si vous le dites, facho. Ouais. Il y en a marre. Et c'est la faute des Parisiens qui sont sales. Alors, je mets une toute petite nuance. On peut faire un appel aux Parisiens pour faire des efforts parce qu'ils sont franchement pas très propres. Non, mais c'est vrai, les graffitis, mais vous vous souvenez du maire de New York, c'est-à-dire chaque carreau brisé doit être remplacé. Absolument. On doit effacer tous les tags qu'il y a. Et quant au fait de défigurer la ville, et moi qui suis une cycliste, c'est pour ça que quelquefois j'ai quelques minutes de retard, je me rends compte, alors on a voulu faire du plaisir cyclable partout. Et dans certaines rues très étroites, où il y a encore des voitures garées, on a le droit de prendre la rue en sens interdit. Ce que je fais, c'est vrai que c'est très pratique pour les cyclistes, sauf que il y a des accidents de plus en plus. Vous êtes dans une rue à sens unique, vous voyez un cycliste arriver en face de vous, il y a beau avoir un marquage au sol, c'est horriblement dangereux. Et c'est fait n'importe comment là. On met des marquages incompréhensibles partout. Donc c'est grave aussi. Bon, allez, on va marquer une petite pause. On se retrouve dans un instant. On va revenir sur cette affaire de dîner clandestin. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. On revient sur cette affaire de dîner clandestin. Donc vous le savez, vous avez certainement suivi, bien qu'on vous ait posé la question de savoir si vous connaissiez Pierre-Jean Chalençon ce matin. Et c'était à peu près du 50-50. Beaucoup d'entre vous ne le connaissaient pas. Il était chez Sophie Davant et c'est un grand collectionneur d'objets de Napoléon, propriétaire du Palais Vivienne et organisateur de soirées. Les menus étaient annoncés sur Instagram. Lui-même disait nous allons accueillir des grandes soirées, etc. Écoutez sa défense ce matin chez nos confrères de BFM. C'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15, 20 dernières années. Et j'avoue que franchement, si les gens n'ont pas un peu d'humour, eh bien ils n'ont rien compris. En tout cas, c'était un énorme poisson d'avril. Un poisson d'avril qui a marché. Je ne pensais pas qu'il marcherait à ce point-là. D'organiser un dîner à 17h30 pour des convives, alors que voilà, c'est totalement surréaliste. Bon, je pense qu'il ferait mieux de se taire parce qu'il s'enfonce plus qu'autre chose. Le problème, c'est qu'en caméra cachée, il a dit mais alors, j'ai vu des ministres qui étaient dans des dîners, dans des soirées, dans des restaurants clandestins, et à partir de là, tout s'est enflammé. Comment vous avez, enfin, c'est vrai que c'est devenu une affaire d'État. Non, mais en fait, ça laisse sans mots parce que je ne sais pas si c'est de l'inconscience ou de la provocation. Moi, je comprends pas quand on est sous le cours de l'eau, de sortir la tête pour s'en vanter comme ça a été fait. Bon, je pense que les ministres ou les personnalités qu'il a invités doivent être extrêmement contents aujourd'hui de se demander de savoir qu'ils ont leur avenir politique qui est dans les mains d'un fou, parce que c'est quand même ça qui se passe. C'est quand même ça qui se passe. J'avais pas pensé, c'est super. Et sur le fond, ça vient, les gens n'en peuvent plus. Il y a ces exemples de personnes qui viennent en famille, qui prennent 400 balles de verbalisation parce qu'à 3, ils pique-niquent sur une plage où il n'y a absolument personne, ou des policiers qui font leur job. Ils sont armés, c'est normal, on est en alerte attentat. Mais la réalité, c'est qu'on a ces images avec des gens qui prennent 135 balles par tête parce qu'ils prennent un verre de vin, parce qu'ils sortent. Et à côté de ça, vous avez monsieur Chalençon qui vous explique qu'il y a des palais de la République où il reçoit des ministres. C'est vrai, c'est pas vrai, mais c'est de la provoque, c'est de l'inconscience, c'est de la bêtise. Alors maintenant, le problème est hélas beaucoup plus grave que ça. Le problème est la gestion des réseaux sociaux, la gestion des médias. Je veux dire, qui a alimenté tout ça? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que on aura prouvé que c'est faux. Il y a encore je ne sais combien de pourcentage de Français qui y croiront, qui sont sûrs que les gens sont allés se gaver de homard. D'abord, on n'aime pas le homard, hein, les malheureux Bretons, aller se gaver de homard et de caviar dans des palais. Et la plupart des Français pensent que c'est vrai. Ils vont continuer à le penser. Donc moi, je suis très inquiète. Ils auront quelques raisons. Cela dit, Marlène Schiappa. Écoutez, Marlène, mais Sophie, attendez. Moi, je connais des gens qui ont été dans ces restos. Ça fait
plusieurs mois. Alors, non, il y a deux sujets. Attends, je continue. Oui, tu as raison. Il y a des restos clandestins. On va revenir là-dessus. Mais ce qui est très inquiétant, c'est la rumeur et la façon dont on fait des reportages, on met en exergue. Les réseaux sociaux s'en emparent. M6 fait un scoop inouï. Pardonnez-moi, j'ai très peur parce qu'on peut faire tout et n'importe quoi comme ça. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des restos clandestins. Enfin, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ait fallu un reportage d'M6 pour qu'on découvre qu'il y a des restaurants clandestins. Enfin, et là on est en train de nous dire faut pas en parler parce que après les gens croiront plus et n'auront plus confiance. Mais enfin voyons. Non mais c'est les ministres là, les ministres qui seraient tous allés. Je suis désolé, ça fait plusieurs mois que cette affaire. Moi je connais des gens qui ont été très proches et qui ne m'ont pas menti et qui ont été dans ces restaurants. La transgression, je veux bien. Je veux bien, on dit c'est la prohibition. Le problème, c'est qu'on est en guerre, nous a dit le président de la République. On a une situation terrible quand même, depuis un an, etc. Il y en a qui considèrent qu'ils sont au-dessus des lois, que la transgression est autorisée. Moi, ce qui m'a choqué pendant ce week-end, c'est deux choses. Premièrement, justement, la mise en perspective de ces photos qu'on a vues sur cette plage de Montpellier, etc. La France d'en bas, elle paye. Dès qu'elle fait un pas de côté, elle est entourée de gendarmes qui leur demandent 450 € pour la famille. Je ne sais pas si vous avez vu la photo. Et en face de ça, on a Monsieur Chalençon, invité partout maintenant, qui ramait, il est mort, qui lui, ment comme un arracheur de dents. Donc ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, moi qui m'a profondément choqué pendant ce week-end, c'est pour ça que je me chauffe un peu, c'est la défense. Enfin, sur tous les médias, j'ai entendu, oui, délation, oui, populisme, etc. Elisabeth Lévy, Eugénie Bastier, qui n'ont jamais de mots assez durs contre le laxisme soi-disant de la délinquance, et qui là disent non, là, oulala, pédale de frein, là, c'est populiste. De venir demander des comptes. Alors, sur la réponse, pour les restaurants... Attendez, on va faire tourner la parole. Non, juste un tout petit mot. Pour les restaurants, alors, il est vrai que c'est honteux d'avoir des PV pour rien, etc. Mais dans n'importe quelle campagne éloignée, le bistrot du coin, il a été aussi restaurant clandestin, il a fermé, il a eu à un moment, il a laissé rentrer dans la salle du fond les gens qui venaient, qui avaient froid et qui ont bouffé à tabler. C'est pas uniquement. Moi, je veux bien qu'on casse. C'est épouvantable si c'est dans les palais de la République, etc. Je veux bien qu'on casse les riches. On a raison, très bien. Mais les restaurants clandestins, ce n'est pas un phénomène exclusivement réservé aux happy few du tout Paris. Sophie, franchement, non. Si, franchement. Non. Moi j'ai eu un restaurant clandestin de fermé qui est un restaurant de village à Auvergnat, dans un village de 300 habitants qui est à 10 km de Mency dans la Beauce. C'est le seul commerce. Les gendarmes ont débarqué, ont arrêté le patron qui s'est retrouvé en garde à vue sur quelqu'un qui cherchait à sauver son activité. Ce qui est profondément choquant, c'est les déclarations de Monsieur Chalençon, qui est une insulte aux Français qui rament, qui en prennent plein les dents dès qu'ils sortent des clous. Et ça, c'est profondément insultant, inacceptable. Après, ce qui est vrai, je trouve qu'on est revenu aujourd'hui, après un an de confinement, quasiment dans une logique psychologique qui est celle de l'occupation. Moi, j'ai jamais vu autant de délations, de courriers anonymes, de mails anonymes, de gens qui dénoncent leurs voisins parce qu'il serait sorti, parce qu'il aurait fait ceci, parce qu'il aurait accueilli quelqu'un. On a mis les gens, après un an de restrictions, un an de 3 confinements successifs, dans des logiques qui, objectivement, pour beaucoup de gens, sont pas forcément aussi lointaines que celles qu'on a pu vivre il y a 80 ans. Les ressorts humains, ce que je veux dire, de la délayation, de se dire je me prive, je n'accepte pas ou je dénonce celui qui n'a pas le même niveau de contrainte que moi, ça il est réel. Enfin, on le voit, on reçoit dans les mairies, je pense dans les commissariats et la gendarmerie, le nombre de courriers, de mails de dénonciation, il y en a toujours. Mais là, c'est exponentiel. C'est encore plus. C'est exponentiel. Intéressant. Jean-Luc, je voudrais que Jean-Luc Benamias puisse s'exprimer. Jean-Luc ? C'est gentil. Tout ça est beaucoup plus large que ça, chacun le sait. De nombreuses affaires sont sorties depuis des semaines où il y a eu des fêtes dans des commissariats, des fêtes filmées qui sont passées sur les réseaux sociaux, de nombreux petits restaurants, mais très peu dans le monde rural, ça je peux le dire, sérieusement, c'est beaucoup plus surveillé, beaucoup plus facile à surveiller. Mais dans les grandes villes, évidemment, il y a eu tout ça. Et ce qui me fait encore plus rigoler, je veux pas attaquer une radio concurrente, mais enfin, chacun connaît l'histoire du restaurant avec un certain nombre de journalistes et d'hommes politiques
qui était invité par BFM. Enfin, alors à ce niveau-là, moi je pense que évidemment il peut y avoir de la transgression, mais dans ces cas-là, faut pas donner les leçons. Quand on fait de la transgression, on donne plus de leçons. Oui, mais même la réaction de Marlène Schiappa ce matin sur France Info, Marlène Schiappa qui dit: je sais de source sûre qu'il y a effectivement eu une invitation et que Gabriel Attal l'a fermement refusée en disant qu'il y avait des mesures sanitaires. C'est-à-dire que la question qu'on se pose, c'est quand même de se dire, donc Gabriel Attal est invité à un dîner privé, payant, dans un lieu clandestin. C'est gonflé de l'inviter. Et il ne se passe rien, mais il est ami avec lui, il a des amis, Pierre-Jean Chalençon, alors je ne sais pas dans quelle mesure. Moi j'ai un ami qui m'a envoyé les menus qu'il recevait, où il n'est jamais allé, mais j'ai reçu tous les menus qui étaient envoyés toutes les semaines par le chef cuisinier, cuistot, on a envie de dire quand on voit la tête des plats. Qui était, mais ils étaient sur Instagram, ça a été annoncé sur Instagram. Pierre-Jean Chalençon, il a bon dos de dire, beau jeu de dire que c'est un poisson d'avril. Enfin, je ne vois pas qui lui a soufflé cette idée débile. Il y a des captures d'écran où il dit on va commencer nos dîners au Palais Vivienne. On voit les gens où il y a 40-45 personnes à table. C'est invraisemblable. Et là-dessus sort. Et moi, je m'étonne que le gouvernement n'ait pas dit fermement il n'y a aucun ministre qui était à un de ces dîners. Ils ne savent pas, comment savoir? Ils ne savent pas. On fait le tour des troupes. Vous avez des enfants, vous leur dites t'es allé en boîte ou pas? Tu me réponds. Enfin, quand même. Moi, je crois que, très honnêtement, c'est une histoire qui est effroyable pour le gouvernement. D'abord, je pense que si un ministre se fait piquer, c'est dans l'heure qu'il est viré. Bien sûr. Mais je pense qu'aller jurer qu'il n'y avait aucun ministre, c'est dangereux aussi, parce qu'on ne sait jamais. J'y crois pas, personnellement. Oui, mais soit on est sûr de ses troupes, soit on ne l'est pas. On n'est pas sûr de ses enfants quand ils vous disent qu'ils sont pas allés en boîte. Attendez, vous êtes ministre, vous avez déconné, pardon, vous allez le dire au patron, vous allez dire au chef, oui, j'étais dans ce dîner. Il y a trop de risques que ça sorte. Il y a des gens qui ont des photos. À l'heure des réseaux sociaux. À ce moment-là, ça revient à ce que le ministre donne sa démission immédiatement. Absolument. Oui. J'ai compris pourquoi j'ai pas invité, moi. Pardon ? J'ai compris pourquoi je ne suis pas invité. Je ne suis pas sur Instagram. Vous n'êtes pas sur Instagram, voilà. Non. Moi non plus, c'est ça. Moi, je voulais juste... Alors, on va y revenir. On doit marquer une petite pause, mais on se retrouve tout de suite. Je vous donne la parole. Assise juridique. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on revient sur ce sujet des dîners clandestins qui vous passionne, qui vous intéresse, qui vous choque évidemment. Pour l'instant, la preuve n'a pas été faite qu'un ministre avait assisté à ce dîner, mais c'est vrai que le gouvernement n'a pas fermement démenti. Ce matin, c'est Gérald Darmanin qui disait « à ma connaissance, il n'y a pas de ministre ». Ouais, c'est un peu prudent quand même. Alors, Régis de Castelnau. Oui, moi, ce que je voulais dire, je voulais dire, c'est que je ne pense pas que des ministres aient été assez niais pour se mettre dans des situations pareilles. Je pense pas. Hein. Alors, ne jamais sous-estimer la bêtise, peut-être. Je peux juste faire une parenthèse. Vous avez vu qu'hier est sortie une vidéo du ministère de l'Enseignement supérieur où il y avait eu une petite fête filmée par un voisin où on les voyait danser au sein du ministère. Donc, tout ça n'arrange pas franchement les choses. Fermons la parenthèse. Oui, mais c'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement c'est le pot de départ qui dégénère un petit peu parce que ce qui me gêne beaucoup plus c'est ces restaurants de luxe, c'est le menu à 500 € quand même. Alors je pense pas que des ministres c'est une semi-conviction, et puis aller faire commettre la bêtise d'y aller. Ce que je veux dire simplement au plan juridique, les gendarmes ils vont verbaliser, y compris qu'il y en avait un qui avait ouvert son restaurant, il s'est retrouvé en garde à vue, travail dissimulé, etc. Enfin beaucoup de choses. Et je pense qu'il a décidé d'arrêter de ne plus être restaurateur. Bon, toujours est-il que là, ce que vous dites sur les invitations que reçoit Gabriel Attal, écoutez, il y a un article 40 du Code de procédure pénale qui dit que lorsqu'on a connaissance, agent public, d'une infraction, on doit immédiatement aviser le procureur. C'est pas de la délation, c'est la loi. Deuxièmement, l'infraction commise, ça s'appelle mise en danger délibérée d'autrui par violation de règles particulières de sécurité et de prudence prévues par la loi. C'est-à-dire qu'on expose les autres quand on fait ça. C'est une infraction grave. Comment se fait-il qu'il a fallu que Rémi Heitz, le procureur, subisse des pressions, qu'il y ait les hurlements sur les réseaux pour qu'enfin, au bout de 6 mois, il accepte de lancer une enquête préliminaire sur les suites de laquelle j'ai quelques doutes.
Ouais. Et alors, à ce moment-là, le fameux restaurateur dont j'ai heureusement oublié le nom, qui dit que c'est un poisson d'avril, etc. Est-ce qu'on a parlé? Est-ce qu'on le laisse parler comme ça? Est-ce qu'on a parlé de l'amende qu'il allait avoir? Ouais. Qu'est-ce qu'il risque? On n'a rien dit, on continue à l'écouter. Qu'est-ce qu'il risque? 2 ans, je me rappelle plus du numéro de l'article. Je crois que c'est 3 ans de prison. Non, j'ai vu 3 ans de prison potentielle. Puis surtout, ce que racontait, alors on n'a pas vu, c'est en même temps Jean-Marc Morandini, c'est que tout était payé en liquide et que ça aurait généré 10 000 euros. Ça aurait été bête, 10 000 euros, oui, 10 000 euros de revenus. Il n'avait pas la carte bleue. Voilà. C'est normal. Oui, absolument. Mais c'est vrai que voilà, les menus sont effectivement... Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'en cours, on continue à l'écouter. Il est en train de frimer, de dire ce que vous êtes bête, c'était un poisson d'avril. Il y a quand même des preuves qu'il y a eu absolument... et personne ne parle de la sanction. Alors que vous l'avez dit, l'autre jour, j'avais pas mon masque, je l'ai remis à toute allure, j'ai risqué 135 €. Oui, et puis cette image que vous rappeliez, Jean-Philippe Dugoin-Clément, et vous aussi, de ces registres, de ces gens sur une plage verbalisés parce qu'ils pique-niquaient. Alors, 450 € d'amende, c'est tout ça est très... La photo est épouvantable. Ouais. On voit les 3 qui sont manifestement des gens de la France d'en bas. Ils ont été chez Lidl acheter leur pique-nique et ils se font aligner pour 450 €. Il y a le petit garçon qui a autour de 4 ans. Cette photo est épouvantable et elle a un effet terrible. Ce que je voudrais juste rajouter, c'est que j'ai beaucoup entendu, oui, mais la transgression, c'était quand il y avait la prohibition de l'alcool aux États-Unis, etc. Tout le monde contournait. Je veux bien entendre ça. Ce que je dis simplement, c'est que on est dans une période particulière. Extrêmement particulière, c'est-à-dire que le défi de cette pandémie, et on demande beaucoup aux gens, la moindre des choses, c'est que la France d'en haut, elle s'aligne. Ouais. Et c'est pas moral ce que je dis, je pense que c'est encore plus politique. Cette cohésion de la nation, elle est absolument indispensable pour la gestion de ce moment. Ouais. Oui, non, pour revenir sur ce que disait Régis, c'est vrai que c'est absolument fou, c'est le côté provoque. Parce que c'est quelque chose qui se fait, qui est complètement illégal, et on s'en vante sur les réseaux sociaux, on s'en vante à la télévision, sur un corps social, sur des Français qui n'en peuvent plus, qui sont depuis 1 an le petit doigt sur la couture du pantalon, qui beaucoup vivent avec la peur de se faire amender ou de se faire tancer au moindre débordement. C'est quelque chose qui est profondément choquant, c'est pris comme du mépris de classe et c'est ça qui est terrible. Et moi je ne comprends pas comment on peut être assez bête, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pour être à ce niveau de provocation. Les gens n'en peuvent plus. On voit bien qu'on est dans une société qui est devenue une poudrière, où tout est explosif, où les gens sont à bout de nerfs en permanence. On le mesure dans nos communes, on le mesure dans la rue, on voit les proportions que prennent tout de suite des incidents qui en temps normal n'entraîneraient aucune levée de voix. Et là on a cette espèce de provocation qui est faite par un jet-setter parisien. Enfin, c'est purement nauséabond. Oui, alors je ne sais pas comment il va le seul. Je m'excuse, mais on peut s'arrêter sur cette histoire-là parce qu'elle est sortie grossière. Je le répète, des fêtes clandestines ont eu lieu, des apéros clandestins ont eu lieu dans des commissariats, ont eu lieu parfois dans des restaurants, des arrière-cours de restaurants, avec un procureur et avec d'autres gens. Il y a une question de séparation entre l'élite et le peuple. Oui, si ce n'est que dans les commissariats, ils n'ont pas été suffisamment bêtes pour s'en vanter. Ils se sont fait prendre, mais ils n'ont pas été suffisamment bêtes pour aller s'en vanter à la télévision et sur les médias. C'est ça qui est dingue. Je sais pas. Il ne faut pas en faire un phénomène de lutte des classes, parce que tout en France finit en lutte des classes. Mais là, il y a quand même une symbolique très forte. C'est l'exemplarité. Enlève le mot lutte. Mais il y a des classes, oui. Enlève le mot lutte si tu veux, mais il y a des classes sociales en France, oui. Moi, je le garde. Mais là, elles souffrent toutes aussi. Ce qui est navrant, c'est qu'on a des exemples là, de jet-setters. Et que voilà. Mais je voulais juste signaler, il y a des photos effectivement d'Éric Dupond-Moretti où on a dit qu'il était devant la porte. Sauf que ce n'était pas devant le restaurant, ça a été démenti, c'était devant une chaîne de télévision. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes les informations vont aller dans ce sens-là. Je ne sais pas comment Pierre-Jean Chalençon va s'en sortir, parce qu'effectivement, moi j'ai une capture d'Instagram où il dit: chers amis, chers clients, j'ai le plaisir de vous convier à un moment d'exception au Palais Vivienne pour un dîner. Voilà, chers clients, oui, voilà, vous avez remarqué, c'était donc pas une invitation, pour un dîner menu caviar champagne. Et puis le chef en question avait le 7 mars publié sur son compte: le Business Club sera heureux de vous accueillir au
Palais Vivienne. À partir du 11 mars, redécouvrez la cuisine du chef Leroy qui se fera plaisir de vous retrouver pour toute réservation. Et là, vous avez effectivement 220 € par personne jusqu'à 500 personnes. Donc tout ça, c'est des captures d'écran qu'on m'a envoyées, qui circulent. Donc je ne sais pas comment il va pouvoir maintenir son idée de poisson d'avril et autres. Philippe est en ligne avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Madame Exer. Bonjour. Bonjour à vos invités. Bonjour Madame de Menton. Bon, écoutez, d'habitude chez vous, je suis très en colère, mais là aujourd'hui je suis même plus en colère, je suis écœuré. Donc voilà, comme ça pour. Alors dites-nous ce qui vous énerve. Alors en plus, ce qui me saoule, je vais vous dire, Madame Menton, si jamais vous connaissez un resto où je peux aller et me payer un repas 400 €, je veux bien l'adresse. Moi, j'en connais pas. Hein. Je partage l'avis de Monsieur Benamias, Monsieur Régis de Calceno et le maire. Je pense que c'est un maire qui est parmi vous là. Oui, le maire UTI. Donc, je pense que c'est plus facile aujourd'hui d'avoir des restaurants clandestins dans les grandes agglomérations. Ça, je pense que c'est facile. Moi, je veux pas mettre d'histoire de place. Mais je pense qu'aujourd'hui, le fossé il est creusé de toute façon. Je pense des gens d'en bas aujourd'hui, ils ont l'image de ce qui se passe, quoi. Et vous verrez que cette personne-là, à beau se dépatouiller, elle craint rien. C'est pour ça qu'elle passe à la télé. En plus, on l'invite, donc ça fait de buzz pour tout le monde. Moi, ce que je vois, c'est qu'une famille comme moi, si je vais à la plage, je prends 450 balles. Voilà. Si j'oublie mon masque, par exemple, quand je vais faire mes courses dans mon Leclerc, je prends 135. Heureux parce que voilà. Et tout ça, et voilà, c'est une question d'exemplarité. 135, ça n'a pas la même valeur pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui s'en fichent un peu du 135. Quand vous payez 500 €, c'est un drame. Parce que quand on parle de menu à 500 €, c'est par personne. Voilà. C'est par personne. Donc, non, mais ça, c'est hors sol. Bon, voilà. Oui. C'est pas hors sol, Madame de Menton, c'est pas hors sol. C'est justement vous. Quand vous parlez comme ça, Madame de Menton, c'est vous soutenez que ces gens-là peuvent le faire. Elisabeth Lévy, que j'adore ce matin, elle a eu les mêmes propos. Arrêtez, c'est suffisant. Arrêtez, ces gens-là, ils doivent être exemplaires. On s'en fout. Mais elle l'a dit, Sophie. J'arrête pas de le dire. Mais elle l'a dit, Sophie. J'arrête pas de le dire. Qu'est-ce qu'on fait à écouter le mec, le restaurateur? Il faut déjà immédiatement dire ce qu'il encourt et qu'on n'ait pas le droit à la parole. Mais vous verrez, il n'encourt rien, Madame de Menton. Vous verrez. Je pense que on verra. On parie, vous revenez à l'antenne si je vous garantis que ça va être très chaud, sa peine. Madame de Menton, et dans ce cas-là, vous savez quoi? J'espère qu'on sortira vite de ce confinement et de toute cette histoire catastrophique pour notre pays. Et moi, qui suis un petit Français, je vous invite et je vous offrirai une coupe de champagne, parce que ce sera mon modeste porte-monnaie. Voilà. Non, mais on entend votre colère et votre écœurement, qui est celui de beaucoup de Français. Mais là, Sophie, oui, les gens n'ont peut-être pas compris. Vous n'êtes peut-être pas exprimé parce que tout le monde vous accuse de privilégier les riches. Je n'arrête pas de dire que ce type, ce qui est incroyable, c'est qu'on n'a pas encore entendu dire ce qu'il allait subir. Je disais en revanche qu'il ne fallait pas tout mélanger, que les gens étaient à cran et qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont aussi. C'est vrai qu'il y a des petits restaurateurs qui ont essayé de sauver leur peau et qui ont eu des clients dans leur arrière-salle. Et je dis, c'est pas non plus la même chose du tout de faire ça que d'avoir un restaurant de luxe avec des gens complices. Je suis archi contre, évidemment, je sais pas comment m'exprimer, mais bon, je sais plus quoi vous dire. Vous êtes de bonne foi, Madame de Menton. Je pense que vous êtes de bonne foi, Madame de Menton. Maintenant, je vais vous dire ce que je trouve injuste, et c'est pour ça que je partage l'avis de Régis de Castelnau et de Monsieur Benamias et de votre mère, c'est qu'aujourd'hui, même les gens qu'on devrait respecter, qui sont là pour faire respecter les lois, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a même plus de discernement. Je veux dire, on en est là, et aujourd'hui, nous, les gens d'en bas, on voit bien qui c'est qui est matraqué. Et voilà, et vous verrez, je suis sûr que j'ai raison. Moi, si jamais je me fais attraper, je paye 135 et je dois me taire. Vous verrez ce que je vous dis. Mais je pense que là, il passera pas. Je pense qu'en pense Régis de Castelnau. Mais je pense que là, il passera pas au travers des. Parce qu'il y a travail dissimulé. Il y a plusieurs mises en danger de la vie d'autrui. Et puis ils sont obligés de faire un exemple. C'est même pas qu'ils soient éthiques. Je pense que cette façon de ramer, cette façon de se donner en spectacle comme ça, alors qu'il devrait raser les murs. Il devrait raser les murs et être discret en attendant que ça se tasse un peu. Il s'expose et je pense qu'effectivement, si vous voulez, on va trouver, il va jouer le rôle du bouc émissaire. Hein, alors, il ne l'aura pas volé, mais je pense qu'il va lui arriver des soucis quand même. Hein. Il expose aussi l'ensemble des gens qui étaient là à cette soirée. Oui, absolument. On verra, on va suivre ça. Allez, on se retrouve
retrouve dans un tout petit instant. Nos voisins européens amorcent le déconfinement. Royaume-Uni, Portugal, Espagne, Grèce. Et nous, on confine. À tout de suite. On est ensemble jusqu'à midi. On va changer de sujet. Déconfinement pour nos voisins européens. Le Portugal rouvre ses musées, ses terrasses de café. Les Britanniques préparent déjà leurs vacances d'été. Et à Madrid, les restaurants n'ont jamais vraiment fermé. Donc nous confinons depuis aujourd'hui. Et Emmanuel Macron persiste à dire que nous avons bien fait de ne pas reconfiner en janvier. Beaucoup d'errements. Aujourd'hui, les vaccinodromes ouvrent. C'est un espoir, sauf que les Français ne veulent pas du vaccin AstraZeneca. Est-ce qu'on va s'en sortir un jour ? J'ai envie de poser la question comme ça, Jean-Philippe Dugoin-Clément. Il y a quand même un conseil, il y avait un dessin, un schéma dans le Parisien ce matin qui montrait bien que la courbe baissait chez nos voisins et que celle de la France continue de monter. Donc il y a bien un moment où ça n'a pas marché. Si vous voulez, il y a deux choses. Le président de la République a fait un choix. Moi, je ne suis pas pro-confinement. Je considère que c'est quelque chose qui est terriblement destructeur. Mais le président de la République a fait un choix assumé de dire on ne reconfine pas. Nos voisins européens qui réouvrent aujourd'hui, c'est justement parce qu'ils ont eu des confinements beaucoup plus durs que ce qu'on a eu pendant des périodes souvent assez longues. Enfin, on peut parler de l'Angleterre. L'Espagne, il y a eu sur certaines régions des confinements très durs. Donc, il y a une logique de dire on confine peu ou on décale la période de confinement. Donc, on décale effectivement aussi la période de baisse de la pandémie, mécaniquement. Et à la limite, là-dessus, moi, j'irais... On a moins de morts que les autres, en plus. Là-dessus, moi, j'irais pas jeter la pierre, crier haro. Je pense qu'essayer de limiter le confinement, qui est terrible pour l'économie, pour la psychologie des gens, pour l'éducation des enfants, c'est par nature plutôt courageux. Là où on s'est planté de manière colossale, ça a été sur l'à côté. On l'a eu sur les masques, on l'a eu sur les tests. On n'a toujours pas les autotests, alors qu'ils sont en vente en supermarché en Allemagne. Sur les vaccins, on est en retard très bien du fait de l'Europe, mais qu'on assume de le dire, qu'on est en gestion de pénurie, plutôt que de dire tous les jeudis soirs que tout va bien, où on perd en crédibilité là-dessus. On n'a pas réarmé, on n'a pas renforcé notre système de santé. C'est là-dessus qu'on a été objectivement pas bon ou à côté de la plaque. C'est pas sur le choix de dire on essaye de limiter le coût pour le corps social en limitant la dureté d'un confinement. C'est très juste. Ouais. Oui, très juste. Très juste. Et alors, je rajoute évidemment, c'est un peu le fait que le manque de confiance aussi dans tout le monde de l'entreprise. Quand je dis l'entreprise, j'ai toujours l'air un peu peut-être de radoter, mais l'entreprise, c'est 2,5 millions de gens qui sont chefs de toutes petites entreprises, etc. Donc, on préfère filer des amendes, encore une fois. On arrive dans une entreprise en disant celui-là, il doit être en télétravail, etc. On a interdit, les autotests sont interdits, les prises de température nous étaient interdites, toutes les protections de nos salariés. Vous pensez bien que la peur d'un chef d'entreprise, c'est qu'il y ait le Covid dans sa boîte. Si on pouvait comprendre ça, il fait tout pour l'éviter. Donc il y a eu encore une très très mauvaise gestion qui continue. L'État c'est tout, l'État manage tout. Et c'est l'échec. Franchement, c'est l'échec du privé. Les vaccins, les commandes, etc. Tout a été barré, interdit. C'est là qu'on a été très mauvais. Oui. C'est pas dans les décisions elles-mêmes. Jean-Luc Benamias. Je vois pas en quoi les entreprises ne pouvaient pas prendre la température de leurs salariés en entrant. On n'a pas le droit, c'est interdit. Je ne vois absolument pas. C'était interdit par le Code du travail. Non. Si vous passez un accord avec les confédérations syndicales présentes dans l'entreprise... Oui, c'était compliqué et la ministre du Travail... C'est pas compliqué du tout dans les grandes entreprises et les moyennes entreprises. On l'a fait quand même, c'est vrai. Et bon, on a désobéi. Merci. Et donc, de ce côté-là, moi, je trouve que c'est bien beau de dire que c'est que l'État, même si je trouve que l'État, et je le répète, l'administration, l'État. Jean-Michel qui est maire, n'a pas suffisamment écouté les élus départementaux, les élus locaux, les élus municipaux, quelle que soit leur sensibilité politique, car dans ce cadre-là, on aurait pu avancer beaucoup plus vite. Absolument. Alors maintenant, ça a l'air maintenant d'être fait. Alors, très bien, allons-y. Essayons de discuter. L'État profond est toujours là, l'État profond. Non, mais l'État profond est toujours là sans en avoir les moyens. Et c'est bien le problème. Il n'en a plus les moyens. Et donc, dans ce cadre-là, la dernière décision qui a été prise, moi je suis d'accord avec Jean-Philippe aussi, tout ce qui a été fait pour éviter le confinement dur
devait être fait. Oui, enfin, sauf qu'à l'arrivée, on confine quand même. C'est quand même. Non, mais on confine de manière. Non, Valérie, on ne confine pas de la même manière que nous étions confinés entre mars et mai dernier. Non, ça c'est certain. Pas la même chose. On n'est plus à 1 kilomètre, on est à 10 kilomètres. Ouais. Non, mais ça c'est certain. Régis ? Oui, alors il y a deux choses. Sur la question du débat autour du confinement, effectivement, je pense que avec mes faibles compétences dans ce domaine sur les impacts que ça a eu sur la pandémie, je pense que avoir confiné de la façon dont on l'a fait, parce que c'est un faux confinement, celui qu'on vit aujourd'hui. Oui. Je pense que c'était une mesure qui permettait une forme d'acceptabilité. Est-ce que c'est ça qui explique pourquoi on n'a pas encore commencé notre descente? Parce que quand on regarde en particulier la question des eaux usées, etc., et puis comme on arrive au printemps, qui a un caractère saisonnier, je pense que les mesures qu'ont adoptées les autres pays, on va pas tarder à les adopter. Si je prends l'exemple de la Grande-Bretagne a confiné bien sûr, mais la Grande-Bretagne surtout, et c'est le deuxième problème, elle a fait une campagne de vaccination massive, c'est-à-dire que les personnes à risque sont aujourd'hui plutôt à l'abri, alors que nous, et c'est tout notre problème, c'est un problème administratif dont on voit l'évidence avec l'histoire des autotests, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, voyons, non mais c'est incroyable, c'est incroyable. On n'est pas capable de prendre des mesures, mais ça a été pareil pour les masques, ça a été pareil pour les tests PCR, ça a été pareil pour tout un tas de choses, c'est-à-dire que la décision politique de ne pas confiner était probablement la bonne, enfin c'est celle que je ressens, en tout cas dès lors qu'il a fallu que cette administration, tout ce dispositif de gouvernement fonctionne et soit efficace, alors là ça a été la catastrophe. On a à peu près tout raté ces phases-là, et maintenant l'autotest, on a raté la vaccination, le départ, c'est en train de s'améliorer, mais je veux dire, l'histoire des autotests, pour moi, est quelque chose de c'est la cerise sur le gâteau, ça. Oui. Donc, alors, sur AstraZeneca, là, je vais dire que c'est pas effectivement la défiance vis-à-vis de ce vaccin, c'est pas tellement de la faute de notre administration à nous. Non. C'est parti à peu près de partout. Alors moi, je voulais dire que j'avais un rendez-vous pour AstraZeneca. J'ai eu des amis qui ont eu des petites réactions quand même un peu fortes. Donc, j'ai pu accéder à Pfizer. Je préférais. Vous voyez, alors que j'étais pour le vaccin, j'étais prêt à faire AstraZeneca. Quand on m'a dit Pfizer plutôt qu'AstraZeneca, j'ai couru et je me suis fait vacciner. Première injection, Pfizer. Et je capte la 5G très bien. Très bien. À l'instant, on apprend qu'un responsable de l'Agence européenne du médicament confirme un lien entre le vaccin et les thromboses. Le lien est établi. Il faut voir le nombre de thromboses. Mais effectivement, mais en même temps, c'est totalement irrationnel. C'est-à-dire que vous dites, bah oui, mais c'est pas de bol si ça tombe sur moi, même si c'est un pour. Oui, c'est pas de bol non plus si ça tombe sur moi que le corona soit très. Oui, non, mais je suis d'accord. Il y a moins de risque à se faire vacciner qu'à ne pas se faire vacciner. C'est ce qu'il faut dire. Parce que là, effectivement, il y a un focus que je peux comprendre aussi. Il y a un focus, mais si on regardait vraiment dans tous les autres vaccins, je suis sûre qu'il y a eu forcément des accidents. Mais pas du même. Pas les mêmes, mais je suis sûre qu'il y en a eu. Alors, moi, je suis assez frappé de la façon dont on a flingué communicationnellement le AstraZeneca. Très bien, il y a des cas de thrombose, je crois, en Grande-Bretagne, ils sont à 40 ou 45 cas sur 18 millions de vaccins. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la chance de gagner au loto ou pas. Après, moi, il y a juste une chose qui m'interpelle. Le AstraZeneca, labo anglais, il coûte 2 € la dose. C'est-à-dire que la vaccination, 4 €, il y a des marges financières très faibles dessus. Le Pfizer Biotech, laboratoire allemand. Et on voit le poids de l'Allemagne dans le désengage du AstraZeneca. Et on est sur un vaccin qui coûte, je crois, de l'ordre de entre 12-13 € la dose. C'est-à-dire que le coût est beaucoup plus élevé. Le Moderna, on est à 15 €, 15,50 € la dose. Donc en fait, le Astra est un vaccin qui est très peu cher, qui n'est pas un vaccin européen, allemand, et qui est un vaccin sur lequel il y a assez peu de marge. Donc moi, je me demande dans quelle mesure il n'y a pas aussi des logiques de lobbying et de marge financière derrière. Absolument. Oui. Jean-Luc Benamias. Financière dans l'espace de médicaments et de vaccins. Alors excusez-moi, oui, c'est écrit dessus. Nous sommes dans un marché international non contrôlé, où évidemment les trusts, l'oligarchie a tous les moyens en main
pour gérer comme ils veulent gérer. Et les chefs d'État et de gouvernement, qu'ils soient continentaux ou qu'ils soient par État, n'ont pas les moyens de contrôler tout ça aujourd'hui. Ça se voit avec ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. Car l'Union européenne a eu beau avoir décidé de coordonner, vous voyez bien que ça n'est pas si simple. Car coordonner 27 pays, c'est impossible. Oui. Absolument. Oui, enfin, si on va par là, on peut se poser de vraies questions sur le ministère de la Santé et le lobby absolu des pharmaciens et des labos qui, eux, veulent absolument que tout passe par eux sans exception. Et qu'on se demande si l'interdiction de vendre les autotests dans les supermarchés, qui les ont déjà achetés et qui en stockent des masses, ne vient pas de là aussi. Donc c'est extrêmement compliqué. Oui, j'essaye de retrouver l'incidence, mais nos auditeurs nous disent on a plus de risques de mourir d'une thrombose que du Covid. C'est faux. Oh, c'est faux. C'est complètement faux. L'incidence, d'après ce que j'ai lu, je ne suis pas scientifique non plus, par rapport à l'AstraZeneca, c'est qu'il faut mieux avoir des plaquettes en marche que pas de plaquettes. Oui. Et à ce niveau-là, les gens qui ont eu des difficultés, quel que soit leur âge, la petite quarantaine de personnes à peu près en France, ou la trentaine de personnes, c'est qu'effectivement, il y avait quelque chose qui n'allait pas par rapport à leurs plaquettes. Oui, mais là, on voit qu'il y a énormément de rendez-vous qui sont annulés. Vous y êtes confronté, vous Moi, non, puisque pour le coup, sur notre centre de vaccination, on est sur le Pfizer. Mais c'est vrai qu'on voit là où il y a du Astra, des gens qui ne souhaitent pas, et puis comme en plus, on verrouille les rendez-vous, on n'arrive pas forcément sur les centres où il y en a à les rebasculer. Enfin, on est quand même un petit peu schizophrène sur la question. Tout le monde prend l'Angleterre en exemple, au motif que c'est extraordinaire, c'est fantastique ce qui a été fait en Angleterre, ils vont mieux, tout va bien et c'est un beau pays, mais ils ont vacciné au AstraZeneca massivement. Donc, il y a un moment où... c'est d'ouvrir l'AstraZeneca à tous ceux qui veulent. Alors, on va arrêter de mettre des âges, etc. Mais... Vous voulez vous faire vacciner, il y a de l'AstraZeneca, allez-y, il va être périmé en plus. Sauf que c'est vrai qu'on peut comprendre les gens qui hésitent aujourd'hui et qu'il y a une... Non, mais on peut tout comprendre, je comprends très bien, puis on peut comprendre les gens qui ne veulent pas se faire vacciner du tout aussi. Oui. Moi, je dis simplement qu'il y a des gens qui veulent se faire vacciner. Moi, ce que je trouve assez terrible, c'est qu'on n'a pas de réponse. C'est-à-dire, moi, mais moi, j'ai entendu un médecin dire ceux qui feront la seconde dose AstraZeneca n'ont aucun risque. J'ai entendu un autre dire il vaut mieux en Angleterre où ils sont en train de faire des tests pour panacher le AstraZeneca avec une deuxième dose de Pfizer, sauf que on ne sait pas si c'est dû à un problème d'approvisionnement. Enfin, tout ça est très compliqué, hein, et chacun se fait son idée à sa sauce, et c'est pas terrible quand on parle de santé. Je vais faire plaisir à Sophie. Oui. Elle a raison quand elle parle de Doctolib. Moi, j'ai vu comment ça fonctionnait, les prises de rendez-vous, etc. C'est un super boulot qui est fait. Faut reconnaître que. Et alors, je sais pas, je connais pas cette boîte, mais franchement, chapeau. Ouais. Et ben voilà, Cédric nous dit ne arrêtez vos conneries, le virus ne tue pas, on en est à 100 000 morts en France, donc si ce virus tue, et c'est assez rare qu'un virus, une même maladie occupe autant d'espace dans un hôpital. Donc quand on me dit oui mais il y a le cancer, il y a des tas de choses, oui mais c'est quand même un virus qui a une certaine forme de létalité. Voilà, merci à tous les quatre.